Attrape sa queue. Chope-le. Ces pêcheurs à la main intrépide de l'Oklahoma se lancent dans une aventure extrême loin de chez eux. Ils vont s'attaquer à un des plus gros poissons d'eau douce de la planète. Il me traite de fou. Le silure glane. J'y arrive pas. On continue. Ensuite, nous suivrons une équipe de scientifiques partis poser des émetteurs sur le célèbre prédateur des océans à main nue. Il est mort. Frappe, frappe. S'attaquer à une baleine avec des armes rudimentaires, c'est primitif, intense et très dangereux. Aujourd'hui, dans Capitaine Crochet, nous allons suivre les aventures palpitantes de ces pêcheurs de l'extrême qui affrontent les poissons à main nue. Les poissons les plus majestueux doivent, selon certains pêcheurs de l'extrême, être défiés à armes égales et capturés à main nue. Certains les traitent de fanatiques, d'autres les prennent pour des fous, mais ils restent déterminés à affronter les créatures des profondeurs les plus puissantes. Où il est? Ils risquent de perdre un bras ou la vie. Doucement, doucement. La pêche à la main du silure, ou le combat primitif entre l'homme et l'animal, est un art ancestral dangereux. Certains pêcheurs ont livré des combats au corps à corps contre certains des plus gros poissons d'eau douce, se servant parfois de leurs membres comme d'un leurre. Car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. La pêche à la main, c'est un mélange de pêche et de chasse. C'est un face-à-face contre la nature. Joli. Pour la première fois, une légende vivante de la pêche à la main se rend jusqu'en Espagne pour affronter un célèbre géant des rivières qui a lui aussi une réputation légendaire, le silure glane. Pendant ses longues années de pêche à la main, ce fumeur de cigares originaire d'Oklahoma, Lee McFarlane, a affronté d'énormes poissons-chats dits à tête plate. Une espèce visqueuse pesant généralement moins de 22 kilos. À présent, il est bien décidé à ajouter le géant des eaux douces à son palmarès. 50 kilos. Personne ne l'a encore jamais fait. J'en veux un. Il a choisi son adversaire, le monstre des fleuves européens, le silure glane. On dit qu'il peut peser jusqu'à 3 fois le poids d'un pêcheur moyen. Ce poisson féroce et mythique serait capable de s'attaquer à l'homme. Mais Lee McFarlane n'y renoncerait pour rien au monde. Si je dois mourir, ce sera en faisant ce que j'aime. Je ne veux pas partir avec des regrets. Je veux tenter ma chance. Mais pour rencontrer un silure, Lee doit traverser l'océan pour la première fois de sa vie. Dans quelques semaines, Lee va partir pour une expédition au cœur des frayères du silure. Même pour un pêcheur chevronné, s'attaquer à un gros prédateur comporte une part de risque. Lee a réuni une équipe de choc de pêcheurs à la main, comprenant notamment son cousin et grand ami, Mark. Quand il m'a parlé de l'Espagne, je ne pensais pas qu'il était sérieux. Mais si ça le branche, alors je le suis. Avec Marc, on forme une équipe très soudée. On fait ça depuis qu'on a 13 ans. On se comprend à demi-mot. On devine ce que l'autre va faire. Pour combattre le silure, Lee a recruté une arme secrète. Du haut de ses 2 mètres et fort de ses 127 kilos, l'imposant Josh Garcia est un atout musclé. Il m'appelle le grand indien, parce que je suis grand et indien. Je bloque facilement les gros trous. Ces poissons sont monstrueux. J'espère qu'ils ne se tortillent pas trop. Ça, c'est le pire. Quand un poisson de 100 kilos se met à tournoyer, on ne peut pas l'arrêter. Et il peut vous embarquer le bras. Mais en voulant s'attaquer à ce légendaire mangeur d'hommes, les pêcheurs risquent de gros dangers.
La réputation du silure fait régulièrement les gros titres. Les baigneurs parlent d'un poisson gigantesque à la bouche béante qui s'attaque à leurs jambes et à leurs pieds. Aucun poisson d'eau douce n'est aussi redouté. On prétend même que les silures peuvent avaler les enfants. On raconte qu'une fois qu'ils ont goûté à la chair humaine, ils peuvent sauter hors de l'eau pour vous mordre et attraper les enfants et les adolescents qui se trouvent au bord. Mais personne ne sait si c'est vrai. Ce poisson-chat peut atteindre 3 mètres de long et peser parfois plus de 300 kilos. Ces poissons des profondeurs ont une nageoire caudale puissante qui les propulse sous l'eau comme des navires de guerre. Deux longues rangées de dents bordent une bouche profonde et vorace. Mais pourquoi ces brillants prédateurs s'en prendraient-ils aux humains? Cette théorie terrifiante fait passer la pêche à la main pour une opération suicide. Les experts estiment qu'il n'y a qu'une seule motivation derrière leurs attaques. Les poissons défendent leurs œufs. Justement, toute la stratégie du pêcheur à la main consiste à trouver un nid. Avec ses amis, sa famille et son mentor, son père, Lee étudie son adversaire de près. Ah oui, 100 kilos. Joli. Il ressemble au nôtre. Sauf la nageoire dorsale. Non, elle fait la même longueur. Les barbillons sont sur le dessus, la mâchoire inférieure dépasse. La nageoire dorsale va du dos jusqu'à la queue, comme une anguille. Je vois. Il est 10 fois plus puissant. Je suis inquiet parce que c'est le genre de personne qui ne sait pas s'arrêter. J'ai peur qu'il tombe sur plus fort que lui. Le week-end du voyage arrive. L'équipe est confiante. Elle est prête à relever le plus grand défi de pêche à la main, attraper un monstre d'eau douce et réaliser un record mondial. Pour moi, ce serait comme gagner une médaille d'or olympique. Je veux faire quelque chose que personne n'a encore jamais fait. On se voit à mon retour. Bonne chance. Il m'en faut. Prépare ta pierre tombale. Je suis un aventurier, comme Lewis et Clark. Moi, c'est Lewis, lui, c'est Clark. Et Josh, il fera l'Indien. Espagne, nous voilà. À des milliers de kilomètres de leur terrain de chasse en Oklahoma. On dirait un poisson-chat avec sa queue comme une anguille. C'est un silure. C'est ça. Le fleuve Èbre, en Espagne, se trouve à 250 km de Barcelone. Lee McFarlane et son équipe, habitués à pêcher dans des zones qu'ils connaissent comme leur poche, sont ici en terre inconnue. On était presque à sec. Pour trouver leur cible, les pêcheurs ont besoin qu'on les aide à découvrir les cages de prédilection du silure. On passe devant certains coins qu'on va rejoindre en bateau. Steven Buss, guide de pêche aguerri, emmène les hommes pour un voyage de reconnaissance. Ils vont pondre dans certains coins et ils restent à proximité de cette région presque toute l'année. Quand est-ce qu'on y va? On se met à l'eau? Rien que le fait d'essayer, c'est déjà très courageux. C'est de la folie. J'ai hâte de voir ça. L'équipe arrive sur une célèbre zone de frai du silure. Leur première expérience de pêche à la main en terre inconnue va pouvoir débuter. Tu crois qu'il y a des silures ici? On verra bien. Rapidement, l'instinct développé de Lee se met en action. C'est ce que je regardais. C'est dans ce genre de coin qu'on pêche chez nous. On peut aussi essayer autant qu'on veut de ce côté-là. Pour ce sport, la période de frai en Espagne constitue le moment idéal. Un terrain rocheux, des poissons voraces et des repères enfouis en profondeur.
Du printemps à l'été, dans ces eaux boueuses, le silure adulte défend jalousement ses œufs, prêt à attaquer et dévorer tout ce qui tente de s'approcher. Les pêcheurs doivent trouver un nid suffisamment grand pour abriter le plus gros des silures. Il faut ensuite s'approcher et se faire mordre. Ces hommes savent qu'ils se mettent en danger et qu'ils doivent prendre des précautions. J'en veux une attachée à l'un d'entre vous et une autre pour le poisson. Comme ça, si le poisson me chope, ils pourront me retenir. J'essaye ici. Il y a des rochers par là? Ouais, des petits. C'est un peu une plaisanterie pour nous. On a du mal à croire que des pêcheurs vont sous l'eau pour attraper leur proie à main nue. À pied et en bateau, ils scrutent attentivement cette nouvelle zone de pêche. Les hommes parcourent la rivière à gué, fouillent le moindre recoin et explorent le fleuve de long en large à la recherche d'un silure. C'est ce genre de choses qu'on cherche. Mais sous l'eau, il faudrait être 3 pour barrer l'entrée. Quand on aura trouvé ça, on sera sur la bonne voie. Les petits silures trouvent facilement des endroits où se cacher. L'équipe veut attraper le plus gros spécimen possible et cherche donc une cavité suffisamment grande. Il faut continuer à chercher. On a déjà fouillé sur des kilomètres. Après des heures de recherche infructueuses, l'équipe abandonne. Pour aujourd'hui seulement. Il faut chercher ailleurs. De retour sur la terre ferme, les pêcheurs se rendent au village le plus proche en espérant que les habitants du coin seront de bons conseils. Faites attention, ils sont méchants ces poissons. Ils font pas trop mal. Non, mais il y en a des très grands. La barrière de la langue, c'est terrible. Je suis là. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Merci. Enchanté. Vous pêchez? Il me faut un interprète. Je ne comprends rien. Pêcher à la main? Non. Pourquoi? Non, Pourquoi pas? parce que c'est de la folie. Si j'avais plus de temps, j'aimerais bien apprendre l'espagnol, histoire de savoir s'ils me prennent pour un fou ou pas. Personne ne pêche à la main. C'est de la folie. Ils me traitent de fou. Ils croient qu'on a perdu la tête. Loco? Sous un pont, quelques kilomètres en aval du fleuve, les pêcheurs repèrent un coin prometteur. Tu vois ça? Je le sens bien. Ça me plaît bien. Ils se dépêchent d'y regarder de plus près. Je le sens bien. Fais le tour et va voir ce qu'il y a. Ça fait comme un tunnel. On a trouvé un beau petit coin. Il y a comme une plaque de béton qui forme une grosse cavité. Il doit y en avoir un. Tu le sens? Pas encore. S'il y a un poisson là-dessous, ils vont le trouver. J'ai trouvé une écrevisse. À des milliers de kilomètres de chez eux, ces pêcheurs à la main ont apporté avec eux tout leur savoir-faire. Poisson. Non, c'est une pierre. Raté. Mais cette équipe de choc sera-t-elle à la hauteur de cet adversaire insaisissable? Je suis venu jusqu'ici pour attraper un gros poisson. Je n'ai pas dit mon dernier mot. On va y arriver. On cherche. C'est frustrant, mais il faut persévérer. De l'autre côté de l'Atlantique, on se livre à une pêche à la main hors du commun afin de lutter pour la survie d'une espèce. Un groupe de jeunes scientifiques ose affronter deux des plus grands prédateurs de l'océan à main nue. Les îles Bimini, aux Bahamas.
À plus de 80 km de la côte est de la Floride, ce petit atoll isolé est une des zones de reproduction les plus prisées par les requins. Depuis près de 20 ans, Samuel Gruber dirige le célèbre laboratoire de recherche sur les requins de Bimini. Le personnel, jeune et courageux, est prêt à risquer sa vie pour permettre à ces prédateurs menacés d'extinction de chasser encore longtemps. On est 4 par chambre. Le centre d'études biologiques de Bimini fonctionne grâce à une équipe de volontaires et d'employés, de jeunes chercheurs amoureux des requins. Deux des plus grands prédateurs sont des habitués de ce laboratoire. Il s'agit du requin dormeur et du requin citron. Une fois, un requin citron de plus de 2 mètres m'a mordu la main. Il aurait pu en faire ce qu'il voulait. Les plus gros requins citrons répertoriés mesurent près de 4 mètres et pèsent plus de 180 kg. Ils supportent bien la captivité, contrairement à d'autres espèces de requins, comme le grand blanc. Mais le requin citron n'a rien de docile. Avec ses dents acérées, même un jeune est capable de causer des blessures profondes. La manipulation de ces dangereux spécimens demande une bonne préparation et un bon entraînement. Le voilà. J'en ai un. C'est un petit requin citron, un mâle. On le voit aux petites excroissances près des nageoires. Il n'est pas content. Maintenant, je vais l'endormir. Je vais le faire dormir. Allez. Pour l'endormir, je le mets simplement sur le dos. En quelques secondes, il s'endort. Voilà, ça y est, il dort. À 2 doigts. Aujourd'hui, les chercheurs vont se lancer dans une des missions de sauvetage les plus dangereuses mais aussi les plus importantes. Ils vont placer un émetteur radio sur 2 prédateurs différents. Les données sur les populations de requins et leur trajet migratoire aident les scientifiques à protéger ces grands prédateurs dans un écosystème en danger. La mission implique une plongée dans une eau infestée de requins, ainsi qu'un duel au sommet, celui de l'homme contre le plus grand des prédateurs. Bon, alors aujourd'hui, il nous faut au moins un requin citron. Il faut poser un émetteur. Personne ne doit être blessé. On doit gagner ce combat. L'équipe se dirige dans la baie à la recherche de ce tueur des mers. La chasse aux requins citron est ouverte. La méthode est osée et risquée. Pour poser un émetteur sur l'animal, il prévoit de l'attirer et de l'encercler pour ensuite l'attraper à main nue. Vous n'avez toujours rien? Rien pour l'instant. Ne vous y risquez pas. Tu le vois à bâbord? Il est à bâbord. Soudain, ils aperçoivent une grande masse grise. Il vient vers nous. Il est sur la gauche. À gauche. C'est un énorme requin citron. Droit devant. On le poursuit jusqu'à ce qu'il en ait marre. Là, il se retourne vers nous et nous mord. La plupart des pêcheurs laisseraient ce requin tranquille. Mais pour l'équipe du labo, c'est la cible rêvée. La poursuite commence. Sean est à l'avant du bateau, en déséquilibre complet. Et si le bateau touche le fond, il tombe à l'eau sur le requin. Il n'essaie pas de le prendre au filet, mais de le frapper pour qu'il se retourne et morde le filet. Je l'ai. C'est bon. Je l'ai. Où ça? Derrière, il est là. Ok. Allez, allez, ok. Oh non! Il est là. De ce côté. La première tentative échoue. L'équipe se remet en chasse. Si je dois sauter, fais-moi signe. Filmez bien, il pourrait me mordre. Allez, frappe à mon cou.
Puis, c'est gagné. Continue! Il mord! On le tient, c'est bon. Mais le poisson résiste. Samuel Gruber s'approche du requin. La manœuvre est très dangereuse. Il affronte ce grand prédateur à main nue. Il va filer. Dans l'eau, l'équipe se sert des épuisettes pour encercler ce spécimen de près de 2 mètres de long. Tourne-le encore! Encore! Gruber saisit rapidement sa queue. Je l'ai! Lorsqu'un requin est fatigué, Pas si près. son comportement est imprévisible et dangereux. Si vous ne faites pas attention, il peut vous tuer. Il peut vous choper la cuisse et en 30 secondes, vous êtes mort. Ils doivent agir vite. Tout va bien si vous les laissez tranquilles. Mais si vous allez les déranger, ils n'apprécient pas. Ils restent très calmes et dès que vous leur tournez le dos, boum, ils attaquent et vous chopent. Il fait rapidement entrer le requin en catalepsie, dans un état appelé l'immobilité tonique. Cette technique exploite un réflexe de défense du requin qui consiste à faire le mort. Cela permet aux scientifiques de les mesurer, de placer un émetteur, voire de pratiquer une intervention chirurgicale. Prends l'autre rame. Samuel Gruber veut placer l'émetteur radio, mais le requin a besoin de temps pour se calmer. Une bouée l'aide à rester en surface, tandis que l'équipe attend de pouvoir placer la balise. Je voudrais laisser ce requin nager au bout de cette corde pour le laisser reprendre son souffle. Ce qu'on fait à ces requins peut paraître cruel. Mais il faut en embêter quelques-uns pour espérer les sauver tous. On va le laisser filer. Mais après l'avoir surveillé pendant plusieurs minutes, Samuel Gruber prend une décision critique et renonce à la pose de la balise. Le requin est trop affaibli par la chaleur étouffante. L'eau est très chaude maintenant et ces requins sont stressés. Tandis que les membres de l'équipe aident le requin à se remettre, ils en profitent pour prendre ses mesures. On plonge vers eux. On coupe un petit bout de leur aileron pour l'ADN. On les mesure. Une équipe attend en surface jusqu'à ce que les requins s'éloignent. Celui-ci va partir. Les plongeurs accompagnent les requins épuisés et facilitent le passage de l'eau dans leurs branchies. La mission de marquage de l'équipe a pris un tournant inattendu. Ils ont finalement réuni des informations vitales. Mais pour les scientifiques, la journée n'est pas terminée. Les membres de l'équipe du centre, Sean et Jim, ont une autre tâche à remplir. Trouver un requin dormeur et l'amener en surface à bout de bras. Les requins dormeurs sont sans doute parmi les plus costauds de la région. Donc prendre ce genre de requin de près de 3 mètres dans les bras, c'est pas ce qu'il y a de plus sage. Mais avec un petit, ça ira. Ces prédateurs datent de la préhistoire. Ce sont de véritables dinosaures des mers. Les plus grands atteignent 4 mètres de long et pèsent plus de 130 kilos. 2 petites moustaches, appelées barbillons nasales, permettent à ces fins chasseurs de traquer leurs victimes avant de les avaler. La mâchoire démesurée du requin dormeur engloutit les proies comme un aspirateur, déchiquetant leur chair grâce à des centaines de dents acérées. Sean et Jim ont jeté l'ancre près d'un grand récif de corail, une des cachettes préférées du requin dormeur. En explorant le fond, Jim en aperçoit un. Sean, j'en ai un là. Sean plonge à 6 mètres pour localiser l'animal. Il le voit. Ce requin réputé corpulent ne mesure ici qu'1 mètre de long et s'est glissé sous le récif. Il ne se laissera pas capturer facilement. Sean prend son inspiration et retourne doucement vers lui, une simple corde à la main. Le plongeur retient sa respiration et se place de manière à le surprendre.
Dès qu'il se fera repérer, la situation pourra vite devenir dangereuse. Il s'y attendait, le requin réagit violemment. Il tente de mordre la corde, les plongeurs, tout ce qui est à sa portée. Les deux hommes se débattent contre ce prédateur irrité et restent à bonne distance de sa mâchoire féroce. Il se débat violemment, il tente de se libérer. On l'attrape comme on peut, mais il gesticule et on a les mains qui glissent. Quand il attaque, il faut le repousser avec l'autre main. Jim s'arme de courage et tente quelque chose de risqué. Attraper ce monstre par les nageoires. Maintenant qu'il a le requin dans les bras, sa prochaine mission consiste à le sortir de l'eau. Jim s'accroche à l'animal qui se contorsionne. Tant qu'il le tient dans les bras, il risque sa vie. Jim et Sean parviennent enfin à le hisser à bord. Il a failli m'avoir. Pour ne pas blesser l'animal, ils savent qu'ils doivent placer l'émetteur rapidement. La moindre imprudence pourrait leur coûter un bras. Les plongeurs implantent rapidement la balise et préparent la remise à l'eau du requin. C'est parti. D'un geste expert, les hommes remettent le requin à l'eau. Allez, va-t'en. Voilà, tout va bien. Deux affrontements à main nue contre ces grands prédateurs. Aujourd'hui, le Centre de protection des requins remplit de nouvelles missions et fait un pas de plus vers la victoire. Le fleuve Èbre en Espagne. Les pêcheurs de l'Oklahoma sont eux aussi en mission. Loin de chez eux, ils sont venus chasser un monstre aquatique, le silurglane. Dans l'Oklahoma, il y aurait un poisson là-dessous. C'est profond, assez large, c'est abrité, et on peut y piéger le poisson. Ce serait l'endroit parfait chez nous. Le niveau du fleuve a pas mal bougé ces derniers temps. On a eu un orage et un climat plutôt inattendu qui a fait monter le niveau de l'eau. Mais ces 2 jours de recherches infructueuses On continue. commencent à atteindre le moral et la confiance de toute l'équipe. Ils se cachent ailleurs. Ils sont bien quelque part. Il faut essayer autre chose. Allez ailleurs. On change de stratégie. Il nous reste les roseaux. Après 48 heures sans résultat, l'équipe décide de poursuivre les recherches ailleurs, dans les épaisses roselières qui bordent les petites îles du fleuve. Les silures choisissent souvent de faire leur nid dans les herbes hautes, très prisées par les pêcheurs à la main. L'équipe a prévu d'approcher un poisson par surprise et de le faire sortir des roseaux. Regarde là-bas. Il est gros. Il y en a 2 par là. Tu vois l'ombre? Ouais, je le vois bouger. Il y en a 2. On a une chance. Pour une attaque surprise, il faut être rapide. Mais Mark McFarland connaît les dangers d'une attaque à l'aveugle. Je commence à avoir un petit peu peur. Surtout parce que je n'en ai jamais encore vu. Il va falloir ramper au milieu des roseaux pour le chercher. Et c'est une espèce de monstre. À tout instant, les pêcheurs risquent de tomber sur un des plus gros poissons-chats d'Europe. Le danger, il y en a. C'est un sacré fleuve. Il y a de gros poissons là-dessous. Ils sont courageux. Ce sont de sacrés pêcheurs. Mais le silure géant leur échappe encore. Malgré tout, ils gardent espoir. Ils quittent les roseaux pour un terrain plus familier bordé de rochers. Des pierres.
Il y a un trou. Passe derrière pour l'attraper. Tu l'as? Je le tiens. Soudain, quelque chose mord la main de Mark. Tu le tiens bien? Tu veux de l'aide? Il ne me lâche pas. Sans savoir de quoi il s'agit, il attrape le poisson. D'expérience, il sait qu'il faut faire vite. Mais sa proie ne se laisse pas faire et devient de plus en plus lourde. J'ai la queue. Et j'ai la tête. Mark ne lâche pas prise. Tu tiens bon? Ah ouais, j'ai sa lèvre inférieure. Sors-le. Il rassemble ses forces Vas-y. et tire d'un coup sec. Ils parviennent enfin à le sortir. Je l'ai. Doucement. C'est un petit silure qui doit peser à peine 9 kilos. Première prise à l'étranger. La prochaine sera plus grosse. Ce n'est pas le monstre qu'ils espéraient, mais c'est la première prise des Américains en terre étrangère. C'est une première expérience. C'est notre première prise. C'est super. C'est un bébé. Les petits, je connais. Je veux du plus gros que ce que j'ai chez moi. C'est pour ça que je suis là. Le gros poisson. Voilà, tu es libre. Lee relâche le petit silure. Il est en quête d'une prise hors norme, mais il tient également à protéger l'espèce pour les futures générations de pêcheurs à la main. On va le trouver. C'est déjà leur dernier jour en Espagne, à 8000 km de chez eux. Il leur reste peu de temps pour espérer livrer le combat de leur vie, celui de l'homme contre un légendaire mangeur d'hommes, le silure géant. Sur une île éloignée de l'autre côté de la planète, la pêche à la main est bien plus qu'un simple sport. C'est un mode de vie. La funeste tradition d'une ancienne tribu qui lutte pour sa survie. L'île de Lembata, en Indonésie. Sur cette petite île de l'océan Pacifique, vit une des plus anciennes communautés de pêcheurs de la planète, les Lamalera. On ne peut rien faire pousser ici, ni faire aucun élevage. On puise toutes nos ressources dans l'océan. Toute notre vie en dépend. Depuis des siècles, la survie des Lamalera dépend principalement d'un animal, le cachalot. Bien que ce régime alimentaire soit sujet à controverse, cette communauté vit en harmonie avec toutes les créatures de l'océan. Ils ne pêchent jamais plus que ce dont ils ont besoin et exploitent leur proie dans leur intégralité. Nos ancêtres sont arrivés sur cette île sur le dos des baleines. Nous respectons énormément cet animal, parce que c'est grâce à lui qu'on survit depuis si longtemps. Les menuisiers du village construisent des bateaux traditionnels appelés tena. Ils construisent ces embarcations exactement comme le faisaient leurs ancêtres. Pour eux, tout changement serait source de problèmes. On doit respecter la tradition. Si on ne construit pas le fond du Tena correctement, la baleine le verra et le détruira d'un coup de queue. Tous les matins de mai à octobre, les hommes de Lamalera partent à la chasse. Et pour affronter ces incroyables carnivores de l'océan, les pêcheurs sortent armés de quelques petits harpons et équipés de voiles cousues à la main. Leur cible, le cachalot dans toute sa splendeur. Plus grand qu'un autobus, le cachalot peut atteindre 21 mètres et peser jusqu'à 44 tonnes. Autrefois, les chasseurs de baleines s'intéressaient à la substance blanche que l'on trouve dans leur tête, appelée le spermacétie.
À l'époque, les cachalots étaient très difficiles à attraper parce qu'ils percutaient les bateaux et les écrasaient d'un coup de queue. Les baleiniers étaient sur le pont, ils devaient ramer ou naviguer à la voile, ce qui les rendait très vulnérables. La forte valeur commerciale des cachalots en a fait une cible très prisée. Au début des années 1900, ces titans des océans avaient presque tous disparu. En 1946, les comportements envers les baleines et la pêche à la baleine ont considérablement changé. Heureusement, depuis l'interdiction internationale sur la chasse à la baleine en 1982, le nombre de cachalots est en hausse. La chasse à la baleine est interdite dans presque tous les océans du monde. Les baleiniers japonais, très controversés, capturent près de 650 cétacés par an au nom de la recherche scientifique. Mais beaucoup affirment que ce n'est qu'un prétexte. Les lamalleras sont très loin de ce compte et totalisent environ 20 captures par an. De plus, l'animal est utilisé dans son intégralité. Pour les lamalleras, c'est une chasse de subsistance. C'est une tradition qu'ils perpétuent depuis très longtemps. Ça fait partie des anciennes traditions de l'humanité. Et au fil des années, les lamalleras n'ont cessé de livrer des combats épiques contre ces imposants cachalots. Juillet 1999. Une équipe de 13 pêcheurs part en mer. L'absence de baies naturelles sur cette île rocailleuse rend cette tâche très difficile. En mer, les heures passent. Les hommes scrutent au loin la surface de l'eau à l'affût d'un cachalot. Un cachalot est en vue. Les équipages se font signe pour encercler leur proie. Les pêcheurs préparent leurs armes. Un combat ancestral commence. En équilibre sur la proue du bateau, le pêcheur muni de son harpon est prêt pour l'attaque. Le premier coup est crucial et très dangereux. Une fois qu'on a frappé la baleine, tout peut arriver. Certains se sont pris dans la corde et ont été entraînés vers le fond. Et d'autres ont été écrasés par la baleine. L'homme se prépare, vise et tire. L'équipe est aux aguets tandis que le harponneur se concentre pour infliger le coup fatal. Se servant de son harpon comme d'un javelot. Les hommes rament en cercle pour une meilleure visibilité. Ils doivent travailler en équipe s'ils veulent cerner cette bête de 10 tonnes. La bataille fait rage pendant 3 longues heures. À tout moment, les baleiniers risquent de se faire renverser, de naviguer trop près de l'animal ou de craquer à bout de force. Certains osent se jeter à l'eau armés d'un couteau pour affronter leur adversaire. Enfin, après un combat agité, c'est la victoire. Grâce à ce duel ancestral, les hommes de la Malera ont enfin leur proie titanesque. Un cachalot qui va nourrir tout le village. Alors que les bateaux remorquent la baleine, les Lamalera restent silencieux. Une façon pour eux de rendre hommage à ce formidable animal.
De retour sur l'île, ils s'apprêtent à distribuer chaque morceau de leur prise. Aujourd'hui, bien que les coutumes de cette communauté soient menacées par une population en pleine expansion, les pêcheurs de la Malera perpétuent les traditions séculaires et chassent les cachalots à la main. On fait honneur aux baleines de nos ancêtres en utilisant l'animal dans son intégralité. Nous vivons ainsi depuis des siècles et nous espérons que cela continuera. Sur les bords du fleuve Èbre, les pêcheurs de l'Oklahoma n'ont plus qu'une journée pour réaliser leur rêve et capturer un silure géant. On n'a eu qu'une petite prise en 2 jours, mais je veux du gros. Ils se rendent à 3 heures de route, vers une portion du fleuve où de gros silures ont récemment été aperçus. Les pêcheurs chevronnés sont déterminés. On a déjà attrapé un petit poisson, mais moi, j'en veux un gros. Les pêcheurs poursuivent leurs recherches sur les berges et autour des rochers. Il doit y en avoir un ici. Lee découvre alors un endroit prometteur. Il y a un gros trou ici, j'ai la jambe dedans. Marc aussi. Et Josh est de l'autre côté. Les gars, c'est un sacré trou. Je vais voir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Tu as senti ce coup? Tu parles, il a ma main. Lee sent qu'un gros poisson se débat armé de dents acérées. D'instinct, il sait que c'est un gros. Je replonge. Je vais le tirer. À mon signal, aide-moi à le choper. Il doit empêcher le poisson de quitter le trou. Josh, prépare-toi à attraper sa queue. Viens. Il tient un silure géant qui refuse de desserrer la mâchoire. Il est entre nous deux. De toutes ses forces, Lee tente de maintenir le poisson dans son trou. Mais il ne pourra pas tenir beaucoup plus longtemps. Rapidement, Mark tente d'attraper une petite corde et de la nouer entre la lèvre et les branchies du poisson. Quoi qu'il arrive, je ne voulais pas le laisser filer. Je ne peux pas venir jusqu'ici, toucher mon rêve du bout des doigts et échouer. Ensemble, ils parviennent à l'attraper et tirent de toute leur force. Ils réussissent finalement à l'emmener où ils veulent. Tiens-le! Bon sang! Il était gros. Tu m'étonnes! Je le tiens! Ils ont enfin décroché leur trophée. C'est un beau poisson. C'est ce qu'on cherchait. Ils doivent s'y mettre à 3 pour porter ce gros silure. C'est pour ça qu'on est en Espagne. C'est une belle bête. Il est magnifique. Il a une queue incroyable. Si nos poissons étaient comme ça, personne ne ferait de pêche à la main. Ce serait de la folie. En plus, ils sont agressifs. À la pesée, 42. les données sont impressionnantes. Un peu plus de 42 kilos et près d'1,80 m de long. Ils mordent aussi chez nous. C'est le plus gros poisson qu'ils aient jamais pêché à la main. C'est pour ça qu'on est venu. Maintenant, on peut rentrer chez nous. Avec nos photos. L'équipe des 3 pêcheurs prend le temps de bien examiner cette énorme silure. Joli. Merci. Félicitations. Vous avez assuré. Chapeau. Heureux, les pêcheurs à la main remettent le poisson dans le fleuve. L'expédition est un succès. Ce poisson aurait pu nous faire n'importe quoi. Je suis déçu de ne pas avoir de cicatrice. Il était bien gluant, ça c'est sûr. Content, c'est pas le mot. Je sais pas comment exprimer ce que je ressens après cette prise. Je suis sous le choc. C'est peut-être le début d'une nouvelle vie pour nous. Je suis prêt à repartir demain s'il le faut. N'importe où. Suivez les aventures des pêcheurs à la main. Ça y est, c'est le record!
Pour le plaisir, pour survivre ou sauver une espèce en danger, ces pêcheurs de l'extrême n'hésitent pas à défier les poissons les plus puissants. Et pour un frisson garanti, ils se lancent contre leur proie sans aucun équipement, à main nue.